These reports are a snap with my head start. No matter who you are or what you do, the fully IBM-compatible Head Start computer is the choice for everyone. A complete hardware and software package ready for your needs today and the ability to grow with you tomorrow. Thanks, Head Start, for releasing my hitherto unsuspected intellectual prowess. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une fois, ça faisait longtemps, pour réellement parler d'actualité au niveau du hardware. Alors ceux qui me suivent, ça risque de les surprendre parce que j'avais dit à plusieurs reprises que je voulais plus parler d'actualité, que ce soit sur la chaîne ou pendant les podcasts avec VCG. Donc qu'est-ce qui a changé? Pourquoi j'ai envie d'en parler? Tout simplement parce que je voulais plus en parler, parce que les actualités me donnaient juste envie de râler, que ce soit contre Nvidia, contre AMD, bref. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles qui étaient intéressantes pour les aborder d'un côté positif. Or, vous le savez, à l'heure actuelle, on est dans l'attente de la future génération de cartes graphiques et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite lumière au bout du tunnel et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler. Mais pour ça, il va falloir m'écouter tout au long de la vidéo parce que ça va me permettre de développer un petit peu mes pronostics sur cette future génération parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'informations fiables, mais j'ai l'impression de pressentir quelque chose de très positif. Donc dans cette vidéo, je vais aborder le sujet des futures cartes Nvidia haut de gamme, donc la 5080, 5090, parce qu'il y a eu des leaks intéressants là-dessus. Et je vais aussi bien entendu parler des futures cartes d'AMD, on a quand même beaucoup moins d'informations. Ça va surtout se baser sur le futur de la stratégie d'AMD et sûrement des gros changements au niveau de la microarchitecture RDNA 4 qui devrait arriver. Et ça, ce sera en deuxième partie de vidéo, vous allez voir. Et dans ma conclusion, en fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a peut-être quelque chose de positif qui arrive. Bref, de tout ça, on va en parler, mais juste après la sponsor. Vous venez d'acquérir un magnifique PC, malheureusement vous n'avez pas de système d'exploitation pour pouvoir en profiter pleinement. Même si les BIOS se sont beaucoup améliorés, et bien pouvoir uniquement accéder au BIOS de son PC, c'est quand même pas l'éclate. Heureusement pour vous, le site CaseFan qui sponsorise cette vidéo a une solution pour vous. Le site vous propose d'acheter des versions OEM de Microsoft Windows ou encore du pack Office. En plus de ça, dans le cadre du partenariat, vous aurez droit à des codes de réduction, par exemple le code ALD50 vous permettra d'avoir 50% de réduction sur les systèmes d'exploitation tels que Windows 11 Pro par exemple. Et du côté du pack Office ou d'un bundle Windows plus pack Office, vous aurez droit avec le code ALD62 à 62% de réduction. Pour en profiter, c'est très simple, au moment de l'achat de votre version de Windows ou encore de Microsoft Office, il vous suffit de rentrer le code promo dans l'espace prévu à cet effet, de valider et la réduction s'applique. Une fois que vous serez à l'étape de paiement, vous pourrez effectuer un paiement sécurisé, que ce soit par carte bancaire ou encore par PayPal. 5 à 10 minutes après le paiement, vous recevrez la clé CD de Windows ou encore du pack Office directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez rien, n'oubliez pas de vérifier dans les courriers indésirables. Et si vraiment il y a un souci, ne vous en faites pas, vous aurez accès à un service après-vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui s'engage à vous rembourser, par exemple dans le cas d'une clé CD qui n'est pas valide. Si ça vous intéresse, vous trouverez tout ça dans la description. Merci au site CaseFan de sponsoriser la vidéo et la chaîne. Et merci à vous aussi si vous faites un achat sur le site, car indirectement, ça vous permet de soutenir la chaîne. On commence donc par Nvidia avec la future microarchitecture Blackwell pour les RTX 5000. Il y a eu plusieurs leaks concernant cette future génération. Comme souvent, il y en a qui vont dire quelque chose et d'autres autre chose. J'ai décidé tout simplement dans cette vidéo de me concentrer sur les leaks que j'estime moi-même être crédibles. Il y a eu pas mal d'informations qui ont fuité concernant ces cartes graphiques-là. J'ai fait un petit tri de ce que j'estime être crédible. Quoi qu'il en soit, ces informations-là, elles ont rien de confirmé. Donc c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul, avec des énormes pincettes. On va commencer par l'éventuelle période de sortie de ces cartes graphiques-là. Alors ça fait un petit peu le yo-yo, c'est-à-dire que parfois on nous dit que ça sera pour la fin d'année 2024 et parfois pour le début d'année 2025. De ce que j'ai compris, ça se profile plus pour le début d'année 2025. Dans tous les cas, vous savez que ça sera sur la période autour du jour de l'an, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. En général, on sait qu'ils essaient de sortir les cartes pour le mois de Noël. Et si ça sort plutôt en janvier, c'est que généralement, ils ont eu des problèmes pour sortir les cartes. Maintenant, les informations techniques, et on attaque directement avec ce qui devrait être le porte-étendard Nvidia pour cette génération-là, la 5090. Le nom du GPU, ça devrait être GB202, bien entendu sous microarchitecture Blackwell.
et au niveau de la finesse de gravure, de toute manière ça sera le cas a priori pour toutes les RTX 5000, on devrait être sur du TSMC 4 nanomètres si je me trompe pas. Pour la consommation, il y a deux versions que j'estime plus ou moins crédibles pour les deux. Il y a une version qui nous donne 550 watts de TGP, donc vraiment la consommation de la carte, c'est pas la dissipation thermique, et une autre version nous donnerait 600 watts de TGP. Dans les deux cas, ça fait beaucoup, ça fait au minimum plus de 100 watts par rapport à la 4090. Qui dit consommation élevée, dit forcément chauffe élevée, on devrait avoir un gros TDP sur ces cartes, et donc un gros format pour le refroidissement. Donc je pense qu'on peut, sans se tromper, partir au moins sur du triple slot. Bref, comme sur la génération précédente, on va avoir des cartes qui vont être vraiment des pavés. Ça m'étonnerait pas qu'ils gardent le même design au niveau des refroidissements, étant donné qu'on avait quand même pas mal de marge. Je trouve que les refroidissements étaient plutôt surdimensionnés sur la génération précédente. Donc on va voir ça, mais quoi qu'il en soit, va falloir s'attendre à des très gros gabarits. Tant qu'on parle de la conso, c'est un petit peu lié, on va parler aussi du connecteur. Donc le 12 VHP WR a priori devrait être abandonné. Donc ça va faire pas mal grincer des dents à certains qui ont investi dans une alimentation avec directement la connectique 12 VHP WR. Et ben ça sera terminé. On va être sur un nouveau connecteur, le 12V 2x6. Mais là où je suis curieux, c'est que normalement on devait avoir des cartes graphiques qui étaient censées communiquer avec les alimentation. C'est le principe de la norme alimentation ATX 3.0. Jusqu'à maintenant, de ce que j'ai compris, c'était pas du tout exploité. Je me demande vraiment si sur cette génération ça va être exploité. Alors petit rappel hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fin de compte, on a 4 connecteurs en plus sur les connecteurs, donc que ce soit sur le 12 VHP WR et qui de toute manière va être abandonné, ou sur le nouveau connecteur, donc le 12V 2x6. On a 4 pins supplémentaires qui viennent se brancher donc à la carte graphique qui permet la communication. Le but c'est tout simplement que si la carte graphique a un pic de consommation, elle peut directement communiquer avec l'alimentation, en gros pour la prévenir et permettre d'avoir un gain de puissance qui est quand même impressionnant. Sur un pic, bon des pics qui sont très courts, on peut doubler, voire même peut-être tripler, je ne me rappelle plus, la puissance fournie par l'alimentation, mais pendant un court instant. Jusqu'à maintenant, cette feature, elle n'était pas réellement utilisée. Je me demande si ça va être utilisé sur ces cartes-là. Bref, ça, on le verra. Pour l'instant, on ne sait pas. Maintenant, on va parler des caractéristiques attendues, vraiment au niveau technique, que ce soit du GPU ou de la mémoire. Sur la 5090, on devrait avoir un GPU avec une fréquence de 2,9 GHz, ce qui est plutôt pas mal. C'est plus que la 4090, qui elle était cadencée à 2,235 je crois. Donc on aura quand même au niveau de la fréquence de base un gros gap, je crois que ça fait quasiment 30% de fréquence en plus, donc c'est pas négligeable. Au niveau des unités de calcul, ça devrait être 20 480 cœurs CUDA, 640 Tensor Core et 160 RT Core. Donc ça, c'est, on va dire, l'information que j'ai sélectionnée. Il faut savoir qu'il y avait d'autres versions qui ont bataillé. Il y en a qui disent qu'on aurait plus de 24 000 CUDA Core et une augmentation à peu près équivalente en termes de pourcentage sur le reste des unités de calcul. Et encore une autre version qui annonce plus de 26 000 CUDA Core, ce qui est tout simplement énorme. Juste pour rappel, la 4090 c'est 16 000 cœurs CUDA. 10 000 cœurs CUDA de différence entre la 4090 et la 5090, ça voudrait dire du coup l'équivalent d'une 4080 Super en termes d'unités de calcul en plus pour la 5090. Ça me paraît quand même très beaucoup. J'ai des doutes là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai pas gardé cette hypothèse. Au niveau de la mémoire, c'est intéressant. On devrait passer sur de la GDDR7. On passe surtout à 28 Go de GDDR7, donc un petit peu plus que sur la 4090 qu'on avait 24. La GDDR7, elle apporte des nouvelles choses. Je vais pas m'étaler dessus parce que ça mériterait de faire presque une vidéo complète là-dessus. Mais en gros, ça devrait permettre un gap intéressant par rapport à la GDDR6X que l'on a actuellement sur les RTX 4000. Même si c'est pas sur toutes, on a de la GDDR6 classique. Juste pour rappel, la GDDR6X, c'est en réalité une mémoire qui fonctionne en ce que l'on appelle QDR. On n'est plus vraiment sur de la DDR. En gros, on a 4 transferts d'informations par cycle. Bref, là aussi, je vais pas m'étaler dessus. De toute manière, si vous me suivez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et ça va s'accompagner par un bus mémoire aussi plus large de 448 bits. Et ça, c'est intéressant parce que en général, bon, pas trop sur la 4090, mais en général sur les RTX 4000, le bus mémoire est assez restreint et ça avait valu beaucoup de critiques parce que selon les
conditions, le bus mémoire causait problème. Au niveau des leaks pour les performances, le leak a l'air un petit peu de faire consensus, ça serait un gain de performance de 48% par rapport à la RTX 4090. Comment dire, j'ai mis pas mal de doutes là-dessus, à moins que ce soit la version avec 26 000 cœurs CUDA et une augmentation d'ailleurs en termes de pourcentage sûrement équivalent pour les autres unités de calcul, Tensor Core, RT Core. Je vous avoue que ça me paraît quand même beaucoup. Surtout, on va le voir après, quand on voit ce qui est annoncé pour la 5080, il y a un truc qui n'est pas cohérent, mais je vais en parler plus tard. Moi, j'y crois pas trop qu'on ait un aussi gros gap. Je vous dirai tout à l'heure, de toute manière, combien je pense que l'on aura avec ces cartes graphiques-là. Mais je trouve quand même que ça paraît beaucoup, surtout qu'on sort déjà d'un gap générationnel avec la 4090 d'à peu près 60% en performance brute. En plus de ça, quand on balance des gains comme ça, on ne sait pas si ça a été fait avec le ray tracing, avec le DLSS, avec le frame generator. On a vu ce que ça a donné depuis l'arrivée du DLSS. Généralement, c'est souvent pipoté en mettant des résultats avec l'upscaling à fond et aussi le frame generator. Donc, attention à ces informations-là, moi je suis assez sceptique. On passe maintenant à la RTX 5080 avec son GPU GB203. Là aussi gravé en 4 nanomètres TSMC. De toute manière, ça devrait être pareil pour toutes les RTX 5000. Et au niveau de la consommation, il y a deux versions, encore une fois, ou 350 watts de TGP ou 400 watts de TGP. Dans tous les cas, ça fait plus que sur la génération précédente. Je précise, là j'attaque vite parce que j'ai passé du temps sur la 5090 et la 5080, on va beaucoup en parler un peu plus tard quand je vais faire mes pronostics. Au niveau des unités de calcul, on devrait avoir 10 752 cœurs CUDA, on devrait avoir 336 Tensor Core et 84 RT Core. Une fréquence de 2,2 GHz pour le GPU et concernant la mémoire, on sera là aussi sur de la GDDR7 avec par contre une quantité équivalente à ce que l'on avait sur les deux modèles de 4080, donc 16 Go. Concernant le bus mémoire, on sera en 256 bits, donc comme pour les 4080 et 4080 Super, sauf que bien entendu, vu qu'on aura une mémoire sûrement mieux cadencée, on augmentera quand même la bande passante au niveau de la mémoire, donc ça devrait quand même le faire correctement. Donc au niveau de ces caractéristiques techniques, premier mot, mais je vais approfondir un peu plus tout à l'heure, je trouve qu'on est extrêmement proche de la génération précédente. Si on compare avec la RTX 4080 Super, ça se joue à même pas 10% de différence au niveau des unités de calcul. Je crois qu'on est même plutôt vers les 5% de différence. Surtout qu'au niveau des performances, il y a des leaks qui la donnent 10% plus performante que la 4090. En sachant que la 4090, même si on est sur une micro-architecture différente et plus ancienne, on a quand même beaucoup plus d'unités de calcul que cette 5080. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est les informations au niveau du nombre d'unités de calcul qui sont pas bonnes, ou tout simplement au niveau des performances, les performances qui seraient gonflées, parce que encore une fois, on ne sait pas si c'est avec DLSS, tout ça, bref. De toute manière, je vais vous donner mes pronostics concernant tout ça en voix off. Vous allez voir, ça sera bien mieux. Donc, pour qu'on essaie d'y voir un petit peu plus clair, j'ai fait des tableaux qui résument un petit peu tout ça. Le premier tableau ici, je ne m'attarde pas dessus. Il résume simplement les caractéristiques que l'on connaît en tout cas pour la génération Ada Lovelace et les caractéristiques supposées pour Blackwell. Pour faire ce tableau, en gros, j'ai utilisé les informations qu'on le retrouve sur le site Tech Power Up. Pour les fréquences de la 5080, c'est ce qu'on nous affiche sur Tech Power Up. Je suis vraiment pas sûr, donc je vous ai mis des points d'interrogation. Pourquoi je suis vraiment pas sûr de ces fréquences? Parce que ça serait a priori exactement les mêmes fréquences que la 4090. Pour la 5090, on a des fréquences qui sont sur le site Tech Power Up, mais j'en ai pas tenu compte, étant donné qu'on a des leaks qui nous annoncent 2,9 GHz pour la 5090. J'ai donc prendre le meilleur des cas pour comparer, et ça serait donc sur une base d'une fréquence aussi élevée que ça. Parce que chez Tech Power Up, on retrouve là aussi les fréquences de la 4090, donc ça me paraît quand même un peu bizarre. Bref, maintenant que ça s'est mis au clair, on s'attaque au premier tableau qui compare la 5080 à la 4080, 4080 Super et 4090. Si on compare la 4080, on a des fréquences qui sont en légère hausse, mais vraiment très légère hausse, et on a un peu plus de 10% d'unités de calcul en plus. Tout en prenant en compte que au niveau de la mémoire, il y a quand même une évolution, on est sur la GDDR7. La fréquence, j'ai mis un point d'interrogation, mais c'est un gros point d'interrogation
d'interrogation parce qu'en réalité, j'ai trouvé quasiment personne qui en parle. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait les gains supposés en pourcentage, parce que vraiment là, on est dans le flou. On sait surtout qu'on sera sur la GDDR7 avec a priori un bus mémoire de 256 bits. Donc ça à prendre en compte. Si on prend en compte donc le gain apporté par la mémoire plus le gain supposé que l'on aurait en passant sur la nouvelle microarchitecture Blackwell, j'estime qu'on devrait avoir un gain autour de 15% à peu près. Alors je vous dis ça, c'est totalement au doigt mouillé, donc faites-en ce que vous en voulez de cette info-là. Si on compare maintenant à la 4080 Super, au niveau de la fréquence supposée du GPU, on perd un petit peu. 2,61% sur la fréquence de base et un peu plus de 1% sur la fréquence boost. Au niveau des unités de calcul, on n'aurait que 5% d'unités de calcul en plus. C'est très peu. Là où on devrait avoir un gain intéressant pour la 5080, ça serait au niveau de la mémoire. Donc là, si on prend en compte la mémoire plus un supposé gain, encore une fois, grâce à la microarchitecture Blackwell, je pense qu'on devrait être plutôt autour des 10%, voire peut-être moins de 10% de gain. Autant dire que c'est pas beaucoup. J'ai aussi comparé à la 4090 parce que a priori on a des leaks qui nous annoncent que la 5080 serait 10% plus performante que la 4090. Et autant vous dire que j'en doute énormément, vous allez vite comprendre pourquoi. Au niveau des fréquences, a priori, on a les mêmes sur la 5080 et la 4090. Donc on ne devrait pas avoir de gain à ce niveau-là. Au niveau des unités de calcul, on a une différence qui est juste énorme. On a plus de 34% d'unités de calcul en moins pour la 5080 face à la 4090. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Donc pour que la 5080 fasse 10% de mieux que la 4090, il faudrait déjà qu'on ait un énorme gain apporté par l'arrivée de la GDDR7 et un gain générationnel qui serait monstrueux au niveau de la micro-architecture. Donc j'y crois pas du tout. De plus, on n'a pas vraiment d'infos sur comment ils sont censés arriver à ce gain-là. Connaissant les petites sauces qui sont faites avec Nvidia et le DLSS, on suppose qu'il y aura un DLSS 4 avec ces cartes graphiques là. Ça m'étonnerait pas que ça soit des chiffres tronqués parce que là sur le papier ça me paraît impossible de dépasser la 4090 avec les infos que l'on a à l'heure actuelle sur la 5080. Moi je table vraiment sur une 5080 qui sera meilleure d'à peu près 5 à 10% face à la 4080 Super et 10 à 15% face à la 4080 tout court. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Maintenant on passe au dernier tableau et cette fois-ci on compare la 5090 à la 4090. On peut voir que au niveau des unités de calcul, on a 25% d'unités de calcul en plus. Encore une fois, il y aura sûrement un avantage supplémentaire grâce à la mémoire GDDR7. En plus de ça, cette fois-ci on devrait avoir un bus mémoire qui est quand même plus élevé. On avait 384 bits sur la 4090 et cette fois-ci on est sur 448. Donc ça devrait être intéressant. Maintenant au niveau de la fréquence, donc d'après Tech Power Up, on n'est pas sur 2900 MHz, il nous affiche les mêmes fréquences que l'on a sur la 4080. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, ça me paraît un gain au niveau de la fréquence possible, ça nous donnerait à peu près 30% de fréquence en plus sur la fréquence de base. Sur la fréquence boost, j'ai pas trouvé d'informations, donc pour l'instant on prend pas en compte. Donc si on fait un pronostic au doigt mouillé en prenant en compte du coup ces gains là, plus un gain potentiel de la GDDR7, mais aussi un potentiel gain dû à la microarchitecture Blackwell, j'estime qu'on devrait avoir un gain entre 30 et 40%, on va dire entre les deux, 35% de gain en moyenne. Au maximum on va aller chercher possiblement un 40%, mais j'y crois pas trop. Mais bon, on va partir du principe qu'on est dans le meilleur des cas et maximum un gain autour de 40%. Ce qui est plutôt pas mal, malgré tout, ça reste un gain générationnel relativement classique. Donc maintenant un dernier point, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un leak qui donnait la 5080 10% plus performant que la 4090. Dans ce leak on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait, mais admettons, on va partir du principe que ce leak est vrai même si j'y crois pas et que c'est sur les performances brutes. Juste comme ça, regardez ici la 5080, ses caractéristiques techniques et maintenant regardez les caractéristiques techniques de la 5090. On est censé avoir une fréquence qui est plus haute, on est censé avoir quasiment le double d'unités de calcul, que ce soit pour les CUDA Core, les Tensor Core ou les RT Core. Vous regardez à chaque
chaque fois on a quasiment le double, un petit peu moins mais quasiment. Donc si la 5080 fait réellement 10% de plus que la 4090, la 5090 qui a plus ou moins le double des caractéristiques de la 5080, au niveau des unités de calcul en tout cas, au niveau de la mémoire on a un bus mémoire plus large et plus de mémoire, on devrait donc avoir une 5090 ultra performante, plus ou moins le double des performances de la 5080, donc potentiellement plus de 2 fois les performances de la 4090. Et bien pour moi ça renforce clairement le fait que ce leak qui annonce la 5080 plus performante que la 4090 est faux. Si on double, parce que là on parle vraiment de plus de doubler les performances de cette carte là, c'est sûr et certain on aura du bottleneck même en 4K. Donc ça me paraît complètement absurde, et de toute manière je me répète, mais au niveau de la comparaison de la 5080 à la 4090, il y a un truc qui est pas logique. Bref, ce leak qui me paraît complètement pipoté, je table personnellement vraiment sur une 5080, un tout petit peu plus performant que la 4080S. Donc voilà pour les cartes Nvidia. En vrai, il y avait d'autres infos qu'on leakait, mais sur des cartes spécifiques à la Chine, donc j'ai choisi de ne pas en parler dans cette vidéo. Donc je reviens à la qualité de mes pronostics, du coup c'est quand même très bancal, hein, je le reconnais, j'ai pas de problème à dire ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous paraît crédible ou pas. De toute manière, tout ça, on ne saura pas si c'est valable tant qu'on n'aura pas une communication officielle sur ces chiffres de la part de Nvidia. Concernant les informations au niveau des performances qui seront données directement par Nvidia, je vous le dis vraiment, n'en tenez pas compte, on sait très bien comment ils vont faire. C'est comme avec les RTX 4000, généralement ils trichent un petit peu sur les chiffres parce qu'ils activent le DLSS en ultra performance plus le FrameGen, on l'a vu avec la génération précédente. Donc vraiment faites très attention aux chiffres Nvidia. Pour vous faire une vraie idée sur les performances de ces cartes là, attendez des vrais tests indépendants. Et petit rappel sur mes sources hein, pour les chiffres sur lesquels je me base. Donc c'est principalement au niveau des unités de calcul et certaines fréquences, ça me vient de la page dédiée à la 5090 et 5080 du site Tech Power Up. Donc eux-mêmes, je pense qu'ils ont simplement regroupé les informations des leaks qu'ils ont pu voir en prenant celles qu'ils estiment les plus crédibles. Concernant les consommations et les fréquences, je me base sur un leaker qui est donné assez fiable dans la presse hardware. C'est Copite 7 Kimi, je crois le nom exact, je vous le mets à l'écrit de toute manière. Mais il faut savoir que c'est lui aussi qui avait donné à Videocart l'information selon quoi la 5080 serait 10% plus performante que la 4090. Donc niveau fiabilité, j'en doute. Après, il a peut-être raison, il y a de grandes chances que je me trompe, mais ça me paraît quand même énorme, surtout vu les caractéristiques techniques de la 5080, on l'a vu, au niveau des unités de calcul, on a quand même 30% de moins, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, de ces leaks, je sais pas trop quoi en penser au niveau de la fiabilité, on verra bien à la sortie des cartes. On passe maintenant à AMD et la future génération basée sur la microarchitecture RDNA 4 et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Par contre, j'ai pas beaucoup d'informations, du moins rien que j'estime fiable concernant les éventuelles futures cartes, donc ce qui sera probablement appelé les RX 8000. Au niveau de la date, a priori, ça sera un petit peu comme Nvidia, probablement fin d'année. Je pense qu'ils essaient de viser avant Noël, mais il y en a aussi qui parlent plutôt début d'année. Comme pour Nvidia, ça voudrait peut-être dire, si ça sort en début d'année 2025, qu'ils ont sûrement eu des problèmes pour pondre ces cartes-là. De toute manière, ça c'est un truc assez classique dans le hardware. Généralement, les cartes graphiques qui sortent après Noël et encore pire après la nouvelle année, c'est que généralement, il y a eu des soucis pour les sortir. Ou à cause des pilotes, etc. Bref, ça peut être divers et varié. Mais bon, on verra bien. Ce qui change donc pour RDNA 4, on nous promet un doublement des performances en ray tracing. Et au niveau de l'upscaling, on devrait avoir de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'au niveau de la microarchitecture, il y a sûrement une nouvelle stratégie qui est apportée. Je me pose la question si on ne se dirige pas vers un petit peu comme fait Nvidia ou même Intel sur leurs cartes. C'est-à-dire qu'on aurait maintenant des unités de calcul dédiées à l'IA et potentiellement aussi au ray tracing. C'est-à-dire que chez AMD à l'heure actuelle, dans leur microarchitecture RDNA 3, on n'a pas vraiment d'unité de calcul 100% dédiée au ray tracing, c'est ce que l'on appelle, enfin du moins ce qu'appelle AMD des ray accélérateurs. Pourquoi pour moi c'est pas vraiment dédié? Parce que généralement quand on parle d'accélération dans le hardware, c'est que c'est tout simplement une unité de calcul qui est là pour aider une autre unité de calcul à produire tout simplement les calculs pour ce cas-là, le ray tracing.
Et selon moi, c'est sûrement à cause de ça qu'on a des performances en ray tracing du côté d'AMD qui sont quand même en retard par rapport à ce que propose Nvidia, mais aussi Intel. Intel, on n'en parle pas beaucoup, mais en ray tracing, les performances sont assez convaincantes pour la gamme visée par leurs cartes, plus que du côté d'AMD en tout cas. Donc maintenant se pose la question du FSR4. Si effectivement il y a un changement de stratégie au niveau de la microarchitecture et que l'on aurait des unités de calcul dédiées, il est possible que le nouveau FSR4 ait besoin du coup d'un support hardware avec ces unités de calcul pour fonctionner correctement. Parce que là, on serait plus sur une approche 100% software comme l'a fait AMD jusqu'à maintenant, et du coup, on aurait besoin d'un hardware compatible. Donc peut-être un FSR4, du moins la partie upscaling via IA, pas forcément compatible avec les anciennes cartes. Donc là, par contre, c'est des pronostics vraiment tirés par les cheveux, hein, ça n'engage que moi et ceux qui ont envie de me croire. Mais ça me paraît probable malgré tout. Surtout vu ce qu'on nous annonce concernant la PS5 Pro à ce niveau-là. On nous parle d'IA pour l'upscaling et tout ça. Ça laisse quand même sous-entendre qu'il y a quand même une évolution à ce niveau-là. Pareil pour le ray tracing. On nous parle de RT avancé. En vrai, on ne sait pas exactement pour le GPU de la PS5 Pro si on est vraiment sur RDNA 4 ou un RDNA 3 un petit peu poussé, allez savoir, ou peut-être un hybride entre les deux générations. C'est assez vague là-dessus, on ne sait pas trop, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais j'ai le sentiment qu'on se dirige quand même là-dessus sur une évolution hardware de la microarchitecture pour l'upscaling et aussi pour le ray tracing. On verra bien. En tout cas, je trouve que c'est ultra intéressant parce que du côté des cartes graphiques AMD, c'est finalement le côté négatif, les mauvaises performances en ray tracing et l'upscaler quand même, le FSR qui est moins efficace, la qualité est moins bonne que sur le DLSS. Donc ça permettrait potentiellement de venir gommer les deux défauts qu'on avait sur les cartes d'AMD. Le deuxième point maintenant concernant les cartes d'AMD, c'est un changement de stratégie, mais pas vraiment sur le hardware, c'est plutôt un changement de stratégie au niveau commercial. On nous a dit, c'était des rumeurs pendant longtemps, que a priori AMD ne se positionnerait pas sur le très haut de gamme. Donc ce qu'ils appellent le très haut de gamme, allez savoir, est-ce qu'ils ne viendraient pas concurrencer la 5090 ou pas la 5090 et la 5080, c'est assez vague là-dessus, mais bon, ça on verra bien à la sortie des cartes. Là où c'est intéressant, c'est que ce qui n'était qu'une rumeur à la base semble être confirmé par un des vice-présidents d'AMD, donc on verra ce que ça donne. Et là je trouve que c'est potentiellement très malin de la part d'AMD, et ça me rappelle beaucoup une période assez particulière dans le hardware, j'en parlerai dans la conclusion, mais ça annonce beaucoup de bonnes choses si mon diagnostic est bon là-dessus. Donc c'est presque ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vous avais dit en intro que j'avais envie de parler de l'actualité parce que actuellement je trouve qu'il y a des choses qui sont positives. Donc on verra ce que ça donnera de toute manière à la sortie, mais pour l'instant je trouve que ça annonce des bonnes choses. Pourquoi c'est positif selon moi? Parce que s'ils se concentrent là-dessus, donc sur les gammes entrée, milieu de gamme, potentiellement plus ou moins haut de gamme, c'est probablement qu'on va avoir des prix très agressifs, et ça, enfin il était temps. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que en plus de ça, du côté d'NVIDIA, vous l'avez vu, hein, mon pronostic par rapport à la 5080, on serait très proche de la 4080 Super. Ce qui fait que NVIDIA, potentiellement, ne devrait pas proposer un gros gap de performance. Et si c'est vrai, ça sous-entend là aussi une baisse de prix, un ratio performance-prix sûrement mieux. Et ça serait intéressant parce que je pense qu'ils ont possiblement écouté les critiques qu'il y a eu, parce qu'à la sortie de la génération précédente, c'est le ratio performance-prix qui a été beaucoup critiqué, notamment sur une carte comme la 4080, qui était extrêmement chère pour un gain de performance assez limité. Et tout le monde disait que finalement sur cette génération-là, on paye surtout les technologies telles que le frame generator et le DLSS 3. Le seul souci, et que je trouve d'ailleurs un petit peu étonnant, c'est que AMD ait communiqué qu'ils abandonnaient le haut de gamme, donc en gros ils annoncent déjà que Nvidia aura le monopole sur les cartes les plus haut de gamme. Et niveau stratégie, je trouve ça un peu étonnant parce qu'ils auraient mieux fait de le garder pour eux et donner la surprise en sortant des cartes graphiques avec un prix très agressif. Et du coup, Nvidia aurait été un peu pris de court avec des cartes potentiellement beaucoup plus chères. Mais ça, à la limite, c'est un problème que pour AMD. Pour nous, en tant que simple consommateur, en vrai, c'est plutôt bien parce que du coup, il y a fort à parier qu'NVIDIA va vraiment essayer de baisser les prix pour pas se faire manger des parts de marché sur le reste de la gamme, en dehors du très haut de gamme du coup. Et d'ailleurs, c'est la personne qui avait communiqué, le vice-président, alors j'ai plus son nom, je vous le mettrai à l'écrit,
Mais cette personne-là, en gros, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, nous, de toute manière, on veut grappiller des parts de marché à Nvidia. Ça nous coûterait trop cher d'aller chercher le très haut de gamme. Donc, on se concentre sur le reste de la gamme pour bouffer des parts de marché, là où finalement, c'est là qui se fait le plus de ventes. Sauf qu'en l'annonçant par avance, du coup, ça va sûrement pousser Nvidia à revoir ses tarifs à la baisse. Peut-être un problème pour AMD, mais c'est que du positif pour les consommateurs. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on devrait potentiellement voir une baisse de prix. Après, je doute que ça soit une erreur grossière de la part d'AMD. Je me demande s'il n'y a pas peut-être des petits calculs derrière ça, peut-être pour faire stresser un petit peu Nvidia et les pousser à faire des erreurs, en gros pour essayer de les déstabiliser. Bref. On ne sait pas, à notre niveau on ne sait pas, ça c'est juste une petite réflexion que je me fais. Donc voilà pour AMD, on passe maintenant à ma conclusion concernant tout ça et je vous incite à la regarder parce que ça va être important, parce que ça me fait beaucoup penser à une autre époque dans le hardware, mais bref, vous allez voir, on passe à la conclusion. Donc dans cette conclusion, vraiment je vais y aller de mon avis, alors c'est vraiment mon avis personnel sur tout ça, prenez pas ça pour une vérité, on pourra en débattre dans les commentaires si vous voulez, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je pense vraiment qu'on est revenu à une situation comme on a eu en tout début 2008. Donc j'ai fait un rappel pour ceux qui n'ont pas connu ou ceux qui ont tout simplement oublié. Pourquoi je vous parle du début de l'année 2008? Parce qu'on est vraiment dans une situation qui est tellement similaire que ça en est troublant. Donc je vous repose le décor de ce que l'on avait en début 2008. On a eu une génération précédente, les GTX 8000 de la part d'NVIDIA, qui ont cassé la baraque, notamment sur le haut de gamme et ensuite le très haut de gamme qui est sorti un peu après, la 8800 GTX et la 8800 Ultra. La 8800 GTX et la 8800 Ultra, sur ces deux cartes-là, NVIDIA avait un monopole complet, vraiment ils n'avaient pas de concurrence au niveau des performances. Par contre, c'était des cartes qui étaient vendues très cher pour l'époque. J'ai plus les prix en tête, mais je crois que c'était 650 € pour la 8800 GTX. Et je crois que c'était plus de 700 pour la 8800 Ultra. À vérifier, je suis assez sûr pour la GTX. Pour la Ultra, je suis pas sûr, mais bref. Et c'était très cher, mais ça offrait vraiment un énorme gap de performance et aussi un gap technologique avec l'arrivée de CUDA. C'est les premières cartes graphiques qui ont profité de CUDA. Du coup, en tout début d'année, AMD a sorti sa nouvelle génération de cartes graphiques, c'était les Radeon HD 3000. Par rapport au Radeon HD 2000, AMD n'a pas vraiment amélioré les performances. On était sur des performances similaires, voire un petit peu moins performantes que la génération précédente. Donc un cas très particulier, tout simplement parce que là aussi, AMD, qui s'appelait ATI à l'époque, ils avaient gardé l'ancien nom après le rachat d'ATI, bref. AMD à ce moment-là donc avait choisi de ne pas se positionner sur le haut de gamme. Comprenez là où ça commence à devenir similaire. C'est-à-dire que les performances du très haut de gamme Nvidia étaient tellement stratosphériques qu'ils ont décidé de se concentrer sur le reste de la gamme en proposant une micro-architecture améliorée et surtout avec un process de fabrication maîtrisé, ce qui a permis de donner des Radeon HD 3000 avec un prix beaucoup plus faible. Et du côté d'NVIDIA, en début d'année 2008, on a eu la sortie là aussi de la nouvelle génération avec la 9800 GTX. Elle était très similaire à une carte, c'était même un rebadgeage du GPU d'une carte de génération précédente de la 8800 GTS. Et là aussi c'est troublant parce que du coup cette 9800 GTX c'était finalement un peu l'équivalent, si les informations sont vraies, de la RTX 5080, c'est-à-dire que la 5080 est très proche de la 4080 Super, comme la 9800 GTX était finalement très proche de la 8800 GTX au niveau des performances, c'était vraiment kiff-kiff. Et après on avait une carte très haut de gamme qui était la 8800 Ultra qui était loin devant, que Nvidia n'a pas essayé de faire du moins un modèle plus performant en mono GPU en tout cas, on en parlera après. Donc cette 8800 Ultra serait l'équivalent de la 4090. Malgré tout, sur la génération 9000, il y a eu quand même un nouveau modèle haut de gamme et qui était le seul modèle qui offrait réellement de la nouveauté. C'était la 9800 GX2 qui en réalité était une carte bi-GPU. Mais en gros, ça reste similaire parce que l'équivalent des cartes très haut de gamme actuelles, à l'époque, c'était tout simplement les cartes bi-GPU qui le faisaient. Donc voilà pour la situation assez similaire à 2008. Et pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que cette année-là, bien qu'on n'ait pas eu un énorme gap de performance, voire même pas du tout de gap de performance sur la nouvelle génération, eh bien ça nous a permis d'avoir une énorme baisse de prix. Le MSRP de la HD 3870
c'était même pas 300 €, je crois que c'était 280 ou 290 €. Le MSRP de la 9800 GTX, je crois que c'était autour de 300 €, 320. Bref, c'était moitié prix par rapport à la 9800 GTX. Donc vu que la stratégie, que ce soit du côté d'NVIDIA ou d'AMD, a l'air plus ou moins similaire à ce que l'on avait en 2008, je pense qu'on pourrait s'attendre à potentiellement une grosse baisse de prix. Alors sûrement pas aussi importante que ce que l'on avait eu en 2008, c'est-à-dire qu'on avait carrément presque divisé les prix par deux, mais je pense qu'on devrait quand même avoir une baisse de prix intéressante, sauf peut-être pour la 5090, parce que de toute manière ils n'ont pas de concurrence et ça m'étonnerait pas qu'ils en profitent, mais peut-être qu'on aurait du coup une 5080 avec un MSRP plus raisonnable et le reste de la gamme généralement qui baisserait. Donc ça serait ultra intéressant. Un autre truc qui pourrait être intéressant, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a quand même un gros écart au niveau des unités de calcul entre la 5080 et 5090. Je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'on ait des déclinaisons, bon ça de toute manière on a l'habitude, mais de mi-génération qui devraient arriver avec des versions Super ou TI, je sais pas quel nom ils vont nous sortir, mais je pense que ces déclinaisons seront sûrement des versions de mi-génération beaucoup plus importantes que ce que l'on a pu avoir depuis pas mal de temps. Je dirais depuis au moins les RTX 2000, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu par exemple une déclinaison 80 Ti qui fasse vraiment le taf. Là où avant les versions 80 Ti proposaient 20 à 30% de performance en plus par rapport à la version 80 tout court, eh bien je pense que ça pourrait être possible qu'on ait une aussi bonne version sur une gamme TI qui sortirait sur les RTX 5000. Parce que avant les 80 Ti, il faut quand même se rappeler que ça faisait quasiment jeu égal avec la gamme Titan. Il y a juste au niveau de la mémoire, on avait moins de mémoire. Par exemple, si on prend la 1080 Ti, elle faisait quasiment aussi bien que la Titan de son époque. Est-ce qu'on aurait une 80 Ti qui ferait aussi bien que la 5090? Je pense pas. Mais par contre, on aurait potentiellement une 5080 Ti qui proposerait un vrai écart de performance avec la 5080 tout court. Et ça fait quand même un moment qu'on l'a pas vu. Et un autre truc qui me fait penser qu'on aurait potentiellement une baisse des prix, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais généralement on avait quand même beaucoup de petites infos, alors c'était souvent des leaks, des trucs, jamais rien d'officiel, mais généralement arrivé à ce stade, quand on était aussi proche de la sortie d'une nouvelle génération de cartes graphiques, on avait déjà plus ou moins idée de la gamme de prix que l'on aurait pour la future génération. C'était pas toujours vrai, mais ça nous permettait de nous faire une idée sur est-ce qu'on sera sur des prix stratosphériques ou non. Là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a que dalle à se mettre sous la dent. Au niveau des prix, j'ai l'impression que c'est très discret. On a juste des informations vagues de la part, par exemple, d'AMD qui dit qu'ils se positionneront pas sur le haut de gamme. Pour moi, ça renforce ma théorie qu'on aurait potentiellement une baisse de prix, voire peut-être même une grosse baisse de prix, parce que du coup, ils ont tout intérêt à vraiment garder ça très secret, parce que si les gens savent que la prochaine génération va coûter beaucoup moins cher, eh ben, ils vont arrêter d'acheter la génération en cours, en attendant cette nouvelle génération qui devrait être plus performante et moins chère. Surtout qu'au moment où je tourne ces images, on nous annonce la fin de production des cartes déjà les plus haut de gamme sur la génération actuelle, en tout cas du côté d'NVIDIA. J'ai vu passer un article ou deux qui parle de la fin de production des RTX 4090. Alors que pour la génération précédente, eh bien, la génération des RTX 3000 était encore produite à la sortie des premières RTX 4000. Donc ça me paraît quand même un petit peu un point qui renforcerait ma petite théorie. Bref, voilà pour ma conclusion. Donc vous pouvez critiquer ma vision des choses parce que même moi je me doute que c'est probablement un petit peu naïf parce que ça fait tellement longtemps finalement qu'on attend une vraie baisse des prix et qu'on la voit pas. J'espère en tout cas, sûrement naïvement, qu'on retrouvera des prix plus raisonnables pour les cartes graphiques. Surtout vu la conjoncture économique actuelle, hein, c'est assez compliqué et je pense qu'au niveau stratégique, il ferait une énorme erreur en continuant à augmenter les prix de génération en génération. Donc j'espère vraiment qu'on aura une baisse des prix. Si vraiment on est dans la même situation qu'en 2008, de toute manière c'est fort probable parce que les prix des cartes graphiques étaient très chers sur les GTX 8000 et même sur les Radeon HD 2000. Ils avaient eu beaucoup de critiques et je pense qu'ils avaient réagi là-dessus aussi parce qu'ils avaient peur tout simplement de mauvaises ventes sur la future génération de cartes. Donc on va voir ce que ça va valoir de toute manière à la sortie des cartes. Cette théorie-là, mais gardez à l'esprit que de toute manière, les infos que je vous ai données dans cette vidéo, elles sont pas particulièrement fiables, donc mes pronostics et mes théories sur tout ça le sont encore moins. Je répète, ça reste bancal. Donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez dans les commentaires, on verra ce que ça donnera de toute manière. Je me répète, mais à la sortie de ces cartes.
Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez les soutiens de la chaîne que sont le site PC Boost, le nouveau site PC Boost, ainsi que le forum overclockingpc.eu. N'hésitez pas à aller les soutenir, ça leur fera très plaisir. Vous trouverez aussi bien entendu les liens pour profiter des services du sponsor de la chaîne, si ça vous intéresse, là aussi, n'hésitez pas à aller voir. Et bien entendu, le Discord, les réseaux sociaux, la boîte mail, tout ça dans le lien Linktree en description. Bref, on arrive à la fin. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.